Et maintenant, on fait quoi? Toute la semaine, nous avons décidé sur France Info de nous projeter dans l'avenir, sur l'après de ces attentats de la semaine passée, sur l'après-mobilisation géante de dimanche. Bonjour Robert Badinter. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, à votre domicile, ancien ministre de la Justice, ancien président du Conseil constitutionnel. Nous avons assisté à une mobilisation historique dimanche. Mais quel sens finalement vous lui donnez, vous, maintenant? À ce stade, c'est-à-dire immédiatement après cette extraordinaire manifestation, j'ai beaucoup manifesté dans ma vie, jamais en effet je n'ai vu un tel rassemblement et un climat aussi unanime. Donc après une telle manifestation, certains disent que les choses ne seront jamais plus comme avant. On peut le souhaiter. On peut aussi n'en être pas convaincu, pour l'essentiel. Ce qui demeurera, en tout cas, c'est cet instant où il y a eu une unanimité rare dans la nation. Alors, on s'est interrogé sur le sens de cette unanimité, évoqué à juste titre les valeurs de la République, c'est vrai. Je crois que, cependant, il faut accepter l'idée que c'est d'abord une réaction viscérale, immense, puissante de la nation française tout entière, ne pouvant pas admettre, ne refusant absolument que l'on puisse accepter la loi du terrorisme. C'est-à-dire qu'il faut en revenir aux données simples. C'est cette indignation qui vous saisit quand vous mesurez que des hommes osent donner la mort à d'autres hommes au nom de leur idéologie, dans leur cas plus fumeuse, les abattent dans leur bureau, tuent des policiers parce qu'ils sont des policiers et des juifs parce qu'ils sont juifs. C'est pas possible. Une nation comme la nôtre, et je dirais toute démocratie, ne peut pas admettre cela. Et par conséquent, j'analyse l'immensité de cette manifestation comme un rejet viscéral de cette violence mortelle. Ça ne peut pas demeurer dans une démocratie. Donc cette réaction collective, elle était absolument nécessaire? Elle était en tout cas inévitable compte tenu des crimes commis, et il est bien qu'elle ait été telle, parce que le silence même, à mon avis, a ajouté du poids à la force de la démonstration. Robert Badinter. On se tait quand on est en deuil. Il y a dans le silence respect et attention. Robert Badinter, est-ce que vous croyez que cette réaction du peuple français peut être salutaire au-delà de l'émotion ressentie par ces attaques, qu'elle peut nous aider également à sortir de cette sorte de dépression dans laquelle la France semble plonger? Elle montre en tout cas, ce que je crois profondément, que la France, la nation française, est toujours vivante et ardente quand il y va de l'essentiel. Ici, qu'est-ce qui s'est joué? On revient à la vieille devise républicaine, la liberté, parce que on a tué ces hommes pour les empêcher d'écrire et de dessiner. Donc c'est la liberté, ici, qui est abattue en la personne de ces hommes qu'on assassine. Les policiers qui font leur devoir, parce qu'ils font leur devoir, et qu'on tue aussi. Et les juifs, parce qu'ils sont juifs. Les policiers, c'est une garantie nécessaire. Le policier républicain, disais-je toujours quand je enseignais la procédure pénale à la Sorbonne, le policier républicain, c'est
le premier rempart contre l'arbitraire. Il faut bien sûr ne pas oublier l'adjectif républicain. Quant aux Juifs, nous savons ce qu'il en est. Et c'était un crime antisémite pensé comme tel. Nous savons maintenant que c'était une école que le tueur de Vincennes voulait d'abord, oui, ensanglanter comme Mérade. Et vous savez, j'appartiens à une génération qui a connu l'occupation. Et comme nous tous, j'ai beaucoup lu sur cette période de la guerre. Et je me suis dit, on est au dernier degré de l'inhumanité quand on course, on poursuit un enfant juif, c'était pour Mérade une petite fille juive, qu'on l'arrête par les cheveux et qu'on la bat d'un coup de feu. Ça, c'est le retour à ce qu'on a connu du temps des SS. Il y a une filiation directe, pour moi, entre ce qui est advenu dans l'hypermarché Cacher et la barbarie nazie. Robert Badinter, on sent poindre une demande de sécurité après ces attaques. Comment est-ce qu'on doit y répondre? L'arsenal législatif tel que nous l'avons est déjà très très fourni. Les améliorations essentielles auxquelles on doit songer, c'est en termes de prévention. C'est au niveau du renseignement, de l'information, de la connaissance des réseaux. C'est là où se situe la première exigence. Désarmer le tueur avant qu'il ne passe à l'action. L'interpeller, l'intercepter, le mettre hors d'état de nuire avant qu'il n'ait commis le crime, alors qu'il est déjà engagé dans la voie criminelle. Donc, tout ce qui facilite, améliore la coopération internationale dans ce domaine du renseignement, il faut l'améliorer. Il y a déjà longtemps, je demande à ce que l'on instaure, dans le cadre de l'Union européenne, un parquet européen contre le crime organisé, une unité dans les poursuites dans les différents pays membres. Et là, s'agissant du terrorisme organisé, c'est une exigence. Il y a l'Interpol, il y a juste, ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Pour le reste, je vous dis encore une fois, il faut prendre conscience que une démocratie, elle vit aussi, elle est vivante quand elle respecte ce qui est sa raison d'être ou son âme, c'est-à-dire qu'en aucun cas, je ne concevrais qu'on se laisse aller à rédiger une sorte de patriotic act, vous savez. Ce qu'ont fait les États-Unis après le 11 septembre, et qui était d'ailleurs pour renforcer les pouvoirs de la police en matière de renseignement sur Internet notamment. Ça n'était pas que cela. Le Patriot Act va beaucoup plus loin que cela. Il permet Guantanamo. Oui, et j'ajoute que le complément, c'est Guantanamo. Rien de tel. Il faut tenir absolument ferme face à ce qui est la réaction qu'on peut comprendre, désir de protection contre des tueurs. Non, ça n'est pas là que ça se situe. J'ai évoqué ce qui est nécessaire. J'ai évoqué l'ampleur de notre législation. Je peux vous assurer que nos juges sont tout sauf laxistes. Donc, ne nous laissons pas aller à ces ripostes de papier presque dérisoires qui consistent à fabriquer des textes d'exception qui méconnaissent les principes fondamentaux. On ne touche pas au cœur de la démocratie et de l'état de droit démocratique sans s'affaiblir, au lieu de se renforcer. Robert Badinter, ancien ministre de la Justice, ancien président du Conseil constitutionnel, est-ce qu'on n'a pas tout de même un problème avec notre système pénitentiaire? À en croire certains observateurs, les prisons françaises seraient devenues l'un des lieux de recrutement d'islamistes radicaux.
je, je crois que c'est certain. Je vous rappelle d'ailleurs que dans le domaine du droit commun, le petit dealer de banlieue arrêté, incarcéré, dans les maisons d'arrêt où règne la promiscuité qu'on sait, 3 par cellule, quand il va sortir 6 mois plus tard, il aura toutes les bonnes adresses pour poursuivre sa carrière, mais criminelle cette fois-ci, à un niveau plus élevé. La prison école du crime, on le répète depuis Hugo. Donc, à cet égard, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le cas qui nous occupe? C'est que les imams, eux, font l'objet d'un agrément. Je pense que l'administration pénitentiaire veille très attentivement à la carrière de ces imams et à leur personnalité. Mais le recrutement à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire par ceux qui sont déjà impliqués, qui sont des caïds, entre guillemets, du terrorisme, là est le véritable péril. Et il existe. Et il existe. Les directeurs d'établissements pénitentiaires qui assument une tâche très difficile, les personnels pénitentiaires sont attentifs, mais il demeure que telles que sont surtout nos maisons d'arrêt, le risque d'extension, de contamination est présent. Donc il faut à cet égard prendre des mesures. Alors ici, devant ce micro, ce n'est pas le moment où je vais en énumérer le contenu. Il est évident que ce sont les responsables pénitentiaires qui savent mieux que personne ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il faut les isoler? Cela se fait pour un niveau élevé, mais nous évoquons le menu Fouettin dans lequel on recrutera les exécuteurs de demain. Plus difficile. Est-ce qu'il faut au contraire les rassembler pour éviter une sorte de contagion, de contamination? Cela dépend des lieux, ça dépend des personnes. Mais que l'exigence soit absolue, ça j'en suis convaincu. D'ailleurs, tous ceux qui ont à cœur la sécurité savent que c'est un problème très important dans la lutte contre ce terrorisme à base de fanatisme religieux. Parlons des musulmans modérés. Ne sont-ils pas aujourd'hui dans une position extrêmement difficile dans ce pays? Absolument. Absolument, je pense mais profondément que nos compatriotes, les citoyens français musulmans, et c'est à dessein que je rappelle cette qualité, parce que, souvenons-nous, la France est composée de citoyens qui sont égaux en droit, en dignité et en devoir. Je pense que la situation est pour eux très difficile. Je souligne que c'est aux musulmans d'abord que les terroristes s'en prennent dans le monde. Si on regarde la carte du terrorisme international, si on voit la façon dont ces barbares, qui à mes yeux n'ont de musulmans que le nom qu'ils revendiquent, qui ont de la religion musulmane cette vision insupportable pour les autres, je remarque que leurs victimes privilégiées, ce sont les autres musulmans. On sait le sort, quand ils réussissent à triompher dans une région, qu'ils réservent aux femmes musulmanes. On sait qu'on retire les petites filles de l'école. On sait comment ils les forcent à se comporter. On sait la condition inférieure, humiliante, à laquelle on les réduit. On sait tout cela. Et en termes de statistiques, si on regardait, si on considérait
le nombre de musulmans exécutés par ces fanatiques, on ne peut qu'être épouvanté. C'est à ceux qu'ils appellent leurs frères qu'ils s'en prennent en priorité. Les premières cibles de ces tueurs, ce sont les musulmans qui n'acceptent pas leur vision sanglante et aberrante de la religion musulmane. Donc, nous sommes là à un moment décisif pour eux. Ils ne peuvent pas une seconde ne pas mesurer que ce sont leurs premiers ennemis, ceux qui prétendent agir ainsi au nom de la religion musulmane. Et puis, il y a alors leur participation, je dirais, leur part, leur rôle, leur présence dans la société française. J'ai évoqué le grand principe fondamental, l'égalité en droit et en dignité. Ça, c'est à nous d'y veiller, c'est à eux aussi d'y prendre garde. Il faut qu'ils mesurent que dans la lutte, car c'est une lutte, dans le combat, car c'est un combat qui s'ouvre contre le barbarie, contre le terrorisme, leur place est essentielle, et je dirais, non seulement avec nous, mais parmi nous. Il n'y a pas de dualité, il y a unité. Simplement, ce sont eux les plus exposés, y compris s'il y avait, par malheur à cause de ces crimes, une réaction injuste, insupportable, moralement, de rejet. On a entendu des jeunes musulmans aussi. Pas. Je le dis clairement, je n'y crois pas. On a entendu aussi de jeunes musulmans refuser l'hommage national. Le week-end dernier a fleuri sur les réseaux sociaux des hommages nauséabonds aux assassins. Le radicalisme se combat aussi dans les têtes, Robert Badinter. Oui, il se combat dans les têtes, et les musulmans qui lisent ces cris-là, ces clameurs de haine, et quelquefois cette louange des barbares et des assassins, ces combats-là, ce sont, oui, dans la cœur et dans la sensibilité et dans le cerveau. Et qu'est-ce qu'on fait pour lutter là ? Comment ? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça ? Il y a à cet égard ce que sont, comme toujours, les recours essentiels, l'éducation. D'abord l'éducation. D'abord que leurs familles, leurs proches, leurs professeurs, les imams, leur disent cette vérité que j'évoquais tout à l'heure. Il y a l'islam qui, à juste titre, se revendique comme religion de paix. Et puis il y a les barbares, ceux qui s'emparent du mot même d'islam, le dénaturent, le complètent, y ajoutent des adjectifs insupportables, et qui sont les adversaires, leurs adversaires. Leurs adversaires. C'est là où est l'essentiel. Chanter les louanges de tueurs est en soi une abomination. Mais dans le cas en question, c'est la forme suprême de l'aliénation, je dirais de la perversion de l'esprit. Pourquoi de l'aliénation ? Parce que on louange ceux qui sont vos pires ennemis. On applaudit à des crimes qui ensuite s'exerceront ou sur eux ou seront retenus contre eux injustement. Merci, Robert Badinter.